Rennes uniront leur destin. Dans cette dynamique, vos télévisions régionales, Alsace 20, Canal 32, Mirabel TV et Vosges Télévisions ont choisi d'associer exceptionnellement leur rédaction pour vous proposer 5 débats exceptionnels. Le premier, c'est ce soir, et avec moi pour le présenter, Dominique Renaud, Vosges Télévisions. Bonsoir Dominique. Bonsoir, oui Anna, nous sommes ensemble pour 52 minutes et nous allons aborder plusieurs thématiques, l'attractivité, le tourisme, la mobilité. Avec nous sur ce plateau, nous accueillons Sandrine Bélier pour Europe Écologie Les Verts, Dominique Bild, députée européenne Front National, Jean-Pierre Masseret, président sortant de la région Lorraine, Parti Socialiste, et Jean Rotner, vous êtes tête de liste pour la liste Unissons nos énergies avec Philippe Richet. Vous êtes tête de liste pour le Haut-Rhin. Merci à tous les 4 d'être avec nous. Alors pour commencer, on va vous demander à chacun de nous donner votre vision de ce territoire. Vous avez 2 minutes. À quoi ressemblerait la grande région Sandrine Bélier? À quoi ressemblerait la grande région, cette nouvelle grande région qu'est le Grand Est, si les écologistes en prenaient la direction? Moi, je pense que cette nouvelle grande région suppose une nouvelle dynamique pour offrir aux habitants une qualité de vie, une véritable qualité de vie et qui s'appuie sur une nouvelle vitalité économique avec une optimisation des transports, avec un redéploiement et le développement de l'emploi rural et l'emploi industriel, et puis également, et je reste dans le domaine des compétences de la région, là où nous allons pouvoir agir, dans le domaine de la formation et de l'éducation pour préparer l'avenir. Et c'est une région, malgré cette dimension, que nous pouvons construire en proximité dans sa gestion, en associant les communautés de communes et les pays, donc en créant notamment une conférence de territoire qui viendrait appuyer l'Assemblée des élus régionaux en propositions, en dynamique de prise de décision, et puis de proximité en jouant sur les leviers qui sont ceux de la région, donc le développement notamment par l'efficacité énergétique, donc dans le bâtiment, par les énergies renouvelables, d'emploi dans nos industries, dans nos PME, d'emplois locaux et non délocalisables, mais également, je parlais de qualité et de proximité, de développer l'activité agricole en qualité avec la commande publique, avec un engagement, ça ce sera le nôtre, d'alimenter nos cantines, notre restauration collective avec un minimum de 50% de produits locaux pour favoriser la production sur notre territoire, pour favoriser l'installation de nouveaux paysans. Donc là encore, créateur d'emplois, c'est la transition, ce qu'on appelle la transition écologique, c'est de penser toutes nos politiques en termes de solidarité sociale, économique, au quotidien, qui profite d'abord et encore à l'humain et qui préserve notre environnement. Pile 2 minutes, merci. Dominique Bild, à votre tour. Le Front National, voilà, quelle est la vision de cette future grande région? Alors nous, au Front National, nous sommes systématiquement contre cette nouvelle façon de faire. Déjà, c'est fait à la va-vite. Nous sommes plutôt, en général, pour les communes, les départements et la nation. Donc, pour nous, ça n'a aucun intérêt. C'est une hérésie de faire ça. Ça va apporter d'éloigner les gens, surtout dans les petites communes, d'éloigner les gens des décisions qui sont prises. Tout ça, naturellement, sous le regard favorable des technocrates de Bruxelles. Pour nous, ça ne va rien amener. D'ailleurs, l'Alsace, qui voulait rester indépendante, l'a bien prouvé. On nous a parlé d'économie. Pour l'instant, le JDD a fait une première interrogation et se rendre compte qu'en fait, rien que pour la région Lorraine, ça ferait déjà 8 millions de plus de dépensés, rien que pour les indemnités des élus. Donc rien que pour ça, ça ne servira absolument à rien. Donc pour nous, c'est de toute façon une hérésie. On nous a parlé de faire des travaux, enfin ils ont été commencés, il y a des travaux de fait dans l'hémicycle à Strasbourg. Bon, pour l'instant, c'est 200 000 €. On sait très bien que les sommes qui sont prévues ne sont jamais respectées, donc ça va forcément dépasser. On ne sait même pas exactement si ce sera quand même à Strasbourg. Donc pour nous, on se demande simplement si ce n'est pas une façon de cacher un des autres problèmes qu'on veut évincer et qu'on veut faire penser à autre chose aux Français.
Mais si vous êtes élu, vous avez quand même une vision de cette grande région. Vous dire qu'il va falloir quand même travailler avec tout le monde. Justement, il va falloir travailler sur une région où, à l'heure actuelle, on n'a même pas exactement les mêmes dossiers, on n'a pas les mêmes choses. Il va falloir déjà régler le problème des services. Donc, au début, ça va être encore, excusez-moi l'expression, le capharnaüm, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas ce qu'on aura à régler, puisque là, à l'heure actuelle, on ne sait même pas encore qu'est-ce qu'ont gardé les départements sur la totalité et qu'est-ce qu'auront les régions. Jean-Pierre Massry, c'est à vous. Quelle est votre vision de cette grande région ? Je dirais d'abord que c'est une bonne nouvelle que la réalisation de ce nouvel espace d'action et de puissance, parce que nous allons être tous confrontés à deux enjeux évidents. C'est redéfinir un modèle de croissance respectueux de l'avenir de la planète, et on voit bien que ça remet en cause la gestion libérale capitaliste financière de l'économie monde. Donc il va falloir agir effectivement avec la puissance que nous observons sur nos territoires, nos entreprises, nos champs universitaires, nos capacités de recherche, les initiatives qui vont devoir monter du terrain pour un mode de production nouveau, de l'éco-production, de l'éco-rénovation, de l'éco-construction, de l'économie circulaire. Donc il va falloir ensemble agir pour que ce modèle de croissance n'échappe pas à l'espace. Et la puissance que nous représentons, la démographie que nous réunissons sont des atouts. Le deuxième enjeu capital, c'est la révolution numérique. Et là encore, nous disposons sur cet ensemble de territoires de la puissance d'action permettant à chacune et chacun d'entre nous, nos entreprises comme nos territoires, de ne pas passer à côté, parce que derrière tout cela, modèle de croissance ou révolution numérique, ce sont des enjeux d'emploi. Et donc, on a une capacité d'avoir une région plus forte en termes d'intérêt, d'attractivité, donc d'emploi et de devenir. Et puis, il faut que cette région soit plus proche. Et je travaillerai sur 57 partenariats de bassins de vie où nous construirons à partir de ces territoires les opérations des orientations régionales. Donc, une région plus forte, mais une région plus proche. Merci. Jean Rotner, c'est à vous. À quoi ressemblerait cette future grande région si Philippe Richert était élu ? Si Philippe Richert et son équipe, je crois que c'est important. Philippe est notre tête de liste. Il incarne aujourd'hui une réussite à la tête d'un exécutif régional et nous voulons transformer cet essai au niveau d'une grande région. Et nous voulons le faire en étant proche des gens, en étant au service des gens. Je crois que cette région, elle doit être accessible pour eux, accessible dans les solutions, dans l'ambition qu'elle dégage. C'est vrai que le périmètre a porté à discussion. Nous n'avons pas toujours été d'accord. Aujourd'hui, il est là. Et il va se passer des choses. Et il va falloir assumer des responsabilités avec conviction, avec force, avec ambition. Nous souhaitons le faire dans ce cadre-là, mais dans cette responsabilité qui est la nôtre, qui est une responsabilité de proximité. Nous sommes élus locaux, nous avons cette expérience et beaucoup d'entre nous souhaitent effectivement faire le lien entre la fonction de proximité, la commune, l'intercommunalité, le département et la région. C'est de nouveaux espaces qui se dégagent. Il faut que nous arrivions à y mettre des espaces de liberté, de productivité. Il faut que notre projet puisse être bien compris par l'ensemble des habitants et des citoyens de cette grande région autour de l'économie, autour de la création de l'emploi. Il faut que nous sachions aussi dépasser parfois nos différences. La différence, ça peut être un atout. Chacun d'entre nous vient de régions différentes. Il faut que ces atouts puissent s'additionner, se multiplier et certainement pas se soustraire. Alors les frontières sont là, elles sont peut-être dans la tête de certains, mais au-delà des frontières, il faut être proche des gens, être dans cette solution à apporter au quotidien de l'ensemble des habitants du Grand Est. Voilà un petit peu notre engagement. Et puis, puisqu'on est entre nous et ça ne sortira pas d'ici, en étant tête de liste du Haut-Rhin, moi je m'engage également pour que mon département puisse clairement, là aussi, tirer les profits de cette fusion de ces trois régions et que nous puissions, dans le sud de l'Alsace, mettre en avant nos atouts, nos qualités et les mettre au service d'une dynamique collective.
Alors, tirer profit justement de cette future grande région, ça repose sur les atouts qui existent déjà dans ce vaste territoire. C'est vrai que tous les territoires en ce moment se battent pour être le plus attractif possible. Alors, on va vous demander un peu, pour vous, quels sont les atouts de cette nouvelle grande région, quelles sont ses faiblesses peut-être également, et sur quelles pistes il faudrait travailler pour être encore plus attractif, Dominique Bilde. Écoutez, le problème de notre région, c'est pas le manque d'atouts, bien au contraire. Seulement, tous nos atouts, on les a sacrifiés sur l'autel de l'ultralibéralisme en laissant partir tout notre savoir-faire. Moi, je viens donc de Meurthe-et-Moselle. À côté de la Meurthe-et-Moselle, nous avions des filatures, nous avions des entreprises qui marchaient bien, partout nous étions connus, les Français, pour avoir un savoir-faire. On a tout vendu, on a tout laissé à l'abandon. Vous avez tout près de Blamont, vous avez des usines où les machines sont encore prêtes à redémarrer, où on peut faire des tissus, où on peut faire des choses, mais personne ne fait rien, les élus ne font rien. Ça fait 40 ans que ça dure, ça fait 40 ans qu'on laisse partir tout. On a l'agriculture, on a une agriculture qui marcherait bien. Seulement, on préfère, plutôt que de laisser les agriculteurs vivre de leur travail, on préfère les faire vivre des subventions de Bruxelles. Donc, ils n'y croient plus. Ils sont complètement désespérés. Ils vivent avec le minimum. Même le minimum n'est même pas à tous les mois chez eux et tout. Donc, ça marche pas non plus. Comment faire pour inverser justement cette tendance, puisque là aussi, vous vous présentez dans le cadre d'une dynamique. Donc... Justement, mais nous, la dynamique, on la propose depuis des années. C'est-à-dire qu'il faut revenir aux vraies solutions françaises. Il faut redémarrer tout ce qu'on était capable de faire avant. Il faut commencer à empêcher, nous, si on fait nos filatures, il faut empêcher que la Chine puisse nous amener des produits à bas coût, qui sont d'ailleurs pas toujours de très bonne qualité non plus, en leur donnant soit une taxe à payer, soit... Mais ça, c'est quand même quelque chose qu'on propose depuis longtemps et qui est facile à regarder compte tenu de tout ce qui se passe. On a le même problème avec le bois. On vend le bois à l'Asie. Le bois, il a acheté cher par l'Asie, il revient chez nous transformé, moins cher. Seulement, nous, on continue à financer les gens qui vendent du bois, alors qu'ils n'ont plus rien, ils sont complètement désespérés aussi, parce que la Chine leur prend leur travail. Donc ça, c'est quand même pas difficile de limiter les ventes de bois, de dire il y a tant qui doit partir pour notre région, il y a tant qui doit partir pour la France et tant pour l'étranger. Et ça, ce sont des choses qui sont quand même relativement faciles à faire. Donc on a quelque chose qui marche bien dans notre région, par contre, c'est la recherche. La recherche donne de bons résultats. Il y a eu beaucoup de choses de faites. Alors, il y a eu quelque chose de fait à Nancy qui, en plus, pouvait faire redémarrer les travailleurs, c'est-à-dire le BTP, puisqu'en ce moment, ce matin encore, ils le disent aux actualités, le BTP a du mal à redémarrer et à embaucher. Seulement, quand on a fait Artem à Nancy, on s'est rendu compte, après un contrôle de l'URSSAF, que tous les ouvriers sont partis comme une envolée de moineaux parce qu'ils étaient, les travailleurs détachés n'étant pas encore tout à fait effectifs. Ils se sont tous sauvés et tout, et on se demande combien il y avait de Lorrains sur ce chantier, parce qu'avant tout, nous, ce qu'on devait faire, c'était du travail pour les Lorrains. Donc, il faudrait aussi que systématiquement, tous les marchés publics soient réservés d'abord aux Lorrains, d'abord aux gens qui habitent ou dans les nouvelles régions, à la limite, puisque maintenant ça va être fait et tout, et qu'il doit y avoir un respect des normes sociales et environnementales. Jean-Pierre Masseret, est-ce que votre vision de la région et de ses atouts est un peu plus optimiste ? Je suis optimiste sur les atouts de cette région. Nous sommes numéro 1 en France dans l'agriculture, l'agroalimentaire, les boissons. Nous sommes très bien placés dans tous les métaux, dans la diversité des métaux, dans l'électronique. Nous sommes dans les actions anti-dépollution. Nous avons sur l'énergie. Nous avons, bref, toute une série d'atouts. Et donc, la question que vous posez, c'est celle de l'attractivité. Et l'attractivité, elle est répartie dans toutes les sphères d'activité. Vous l'avez dans le tourisme, vous avez dans la recherche, vous avez dans le champ universitaire. Il faut simplement prendre conscience de tous les atouts dont cette nouvelle région dispose pour définir des stratégies avec les partenaires économiques et avec les partenaires des territoires. C'est ce double travail qui doit être conduit si on veut valoriser, mutualiser, coordonner, assurer que cette région sera une région d'entreprendre et d'entreprise. Il s'agit d'être dans le coup de la créativité, des adaptations. Donc c'est filière par filière, c'est territoire par territoire que nous devons valoriser pour porter cet ensemble. C'est un espèce d'esprit d'équipe en quelque sorte. Vous avez comme un 15 de France, vous avez des avants, vous avez des demi d'ouverture ou des demi de mêlée, mais c'est un pacte qu'il faut conduire et nous avons une stratégie qui est celle de
de l'action et de la mobilisation des forces économiques et des forces de territoire. Ce que je dis là, ce ne sont pas des mots, parce que derrière cela, ce sont des emplois, ce sont des formations, c'est de la mobilité, c'est de la recherche, c'est du tourisme, c'est du développement territorial, c'est tout ce qui fait la vie, et nous devons être dans le coup de l'économie du XXIe siècle avec cette double obligation, nouveau modèle de croissance, et ne pas manquer la révolution numérique, sans quoi on passera à côté de tous les emplois de demain et on ne sera alors une région qui rétrogradera. Donc il faut être optimiste parce qu'on dispose de tous les atouts. Alors avant de passer à vous, Jean Rotter, je vous propose d'écouter Laurent Jacobelli, qui est tête de liste pour Debout la France et qui nous livre lui aussi sa vision des atouts de ce nouveau territoire. Laurent Jacobelli, quels sont pour vous les atouts de cette future grande région? Qu'est-ce qui peut la rendre attractive? Cette grande région a beaucoup d'atouts. D'abord, elle a une industrie dont l'histoire nous montre qu'elle est performante, qu'elle a été performante, qu'elle peut le devenir, qui a longtemps été précurseur dans plein de domaines. C'est-à-dire que tous les travaux, du mineur à l'ingénieur, nous les avons et nous avons un savoir-faire qui a été longtemps internationalement reconnu. On a une agriculture diversifiée et notamment, parlons-en, la production de vins prestigieux en Champagne, en Alsace, partout. Et donc cette grande région, elle peut être aussi une région de tourisme, si on s'y attelle, parce qu'il y a 6 sites classés par l'UNESCO, 6 parcs naturels. Cette région, elle a finalement beaucoup d'atouts. Donc il n'y a aucune raison qu'elle soit à la traîne comme elle l'est aujourd'hui, si ce n'est que pour mettre en valeur ces atouts, il faut des politiques efficaces, ciblées, stratégiques, et non pas les saupoudrages qu'on connaît aujourd'hui. Et puis il faut une politique ferme de défense de la région. Quand nous donnerons des aides à une entreprise, à un agriculteur, nous réclamerons qu'en face, il s'engage à ne pas délocaliser, comme c'est fait actuellement, à ne pas embaucher de travailleurs détachés, pour que les investissements de la région bénéficient à la région. Et puis la région, pour faire fructifier ses atouts, passera commande en priorité dans la région. Les cantines des écoles feront travailler les agriculteurs du coin pour acheter le porc, les légumes, etc., au sein de la région, quand la production existe. Donc une région qui a tous les atouts, mais le président de région et l'Assemblée régionale devront bien veiller à ce que ces atouts soient maintenus dans la région et profitent à la région, par des mesures concrètes. La mobilité à l'intérieur de ce territoire et les liens vers l'extérieur seront essentiels pour le développement du territoire. Là encore, quels sont les atouts, les faiblesses en ce domaine et quelles seraient vos propositions pour améliorer ce problème? La grande faiblesse des transports dans la grande région, ce sont les décideurs politiques. Vous allez dire que j'ai une obsession, mais c'est la vérité. On a des décideurs qui sont obnubilés par le gigantisme, qui sont obnubilés par les grands travaux. Je peux parler de Vendières, par exemple, qui est un fiasco monumental dont toute la France rigole et qui a décrédibilisé à jamais le président Masseret. Cette gare au milieu de nulle part, avec 23 millions de travaux, et la population dit non. Ce sont des projets aberrants. L'aéroport de Vatry, en Champagne, qui a coûté 240 millions pour un avion à 1,5 avion par jour. Ces grands travaux, il faut cesser. Il faut se recentrer sur le quotidien des gens. Les TER, les intercités, qui sont pour la plupart du temps complètement laissés à l'abandon. Des lignes comme Charleville-Metz, abandonnées par la SNCF car non rentables. Le rôle de la région est un rôle de service public et de créer des liens entre les différentes villes de la nouvelle grande région qui a été complètement abandonnée à ce niveau-là. Donc réinvestir dans la proximité et abandonner les projets pharaoniques qui, à part faire la une des journaux pour le président et avoir une belle plaque à l'entrée d'un aéroport, ne servent à rien pour la population. Voilà, nous reviendrons sur cette thématique transport dans quelques instants, mais Jean Rotter, on va déjà terminer sur cette attractivité, sur ses atouts et sur ce qu'on peut développer pour rendre encore plus attractive cette nouvelle grande région. Jean-Pierre Masseret a cité un certain nombre de chiffres et je pourrais les enrichir en disant que notre grande région va être la 2e région industrielle de France, en dehors de l'Île-de-France. Je crois que c'est un atout, c'est une histoire, c'est un savoir-faire, mais c'est aussi une obligation, celle d'être à côté, d'accompagner cette transformation industrielle qui est absolument indispensable, nécessaire, pour que nos emplois puissent être créés dans le futur.
Oui, il y a aujourd'hui une forme de spécialisation industrielle aussi qui était peut-être en souffrance, qu'il faut prendre en question et qu'il va falloir accompagner. C'est la responsabilité des élus régionaux aujourd'hui. C'est ce que nous indique en tout cas le sens de la loi NOTRe qui a été votée il y a quelque temps. Il y a aussi une agriculture qui est là, qui est présente. Je vous rappelle simplement que c'est aujourd'hui 55 000 exploitations, c'est 35 000 personnes équivalent temps plein qui y travaillent. C'est là aussi une richesse qu'il faut mettre en évidence avec des territoires à conserver, des territoires forestiers, des territoires agricoles, des territoires viticoles. Et pour nous, c'est là aussi un savoir-faire qui doit être soutenu, modernisé, encouragé, dans laquelle la recherche doit être aussi extrêmement présente aux côtés de grandes coopératives qui permettent de renforcer cet élan et ce soutien à une agriculture régionale de proximité, mais qui s'étend également à l'international. Donc nous avons des atouts. J'en rajouterai un essentiel qu'il s'agit là aussi de structurer, de réfléchir, c'est l'atout transfrontalier. Cette grande région, c'est 40% de la frontière terrestre française. Ça nous oblige à construire des liens forts avec nos voisins. Ça nous oblige également, entre le bassin parisien et le Bade-Wurtemberg et la Bavière, qui sont les 3 régions les plus innovantes d'Europe. Nous étions à l'est de la France, nous nous retrouverons à l'ouest de l'Europe. Et en termes de brevets, en termes d'innovation, en lien avec nos universités, avec nos entreprises dans la recherche et le développement, cela veut dire là aussi que de la 3e région française en termes d'émissions de brevets européens aujourd'hui, bien nous devons progresser, nous devons favoriser là aussi cette recherche dans tous les champs possibles de l'économie. L'agriculture, l'industrie tout particulièrement, qui sont vraiment les points forts, les crantages de cette grande région. Sandrine Bellier, par rapport à cette attractivité. Par rapport à cette attractivité, vous me demandiez quels sont les atouts de notre grande région et de ces 3 régions qui vont se regrouper. C'est évident qu'on bénéficie déjà d'énormément d'atouts. C'est d'ailleurs ce qui fait la fierté des habitants de cette grande région. On a un formidable patrimoine historique, naturel, culturel, je pense on ne met pas suffisamment en valeur. On a aujourd'hui déjà sur notre territoire, et notamment en termes de transition écologique, des leaders à l'échelle française et européenne. C'est le cas de l'entreprise Gisman Folkemont en Lorraine, qui est le premier producteur de panneaux solaires thermiques. Et alors même, et on parlait de l'Europe, et qui n'a pas souffert, contrairement à l'industrie allemande, de la crise des panneaux solaires et de l'invasion du panneau chinois. Donc c'est qu'on est en capacité de résister, on est en capacité aujourd'hui de développer une nouvelle industrie, une industrie qui va dans le sens de la transition énergétique. Et rappelons que c'est un des enjeux importants qui bénéficie tant au climat qu'à l'emploi, qu'est cette transition énergétique, et que nous aurons à la fin de l'année une conférence sur le climat international, et que les solutions ne viendront pas seulement d'en haut et des grandes lignes qui vont être décidées par les chefs d'État, mais qu'on a tout notre rôle à jouer, nous, à l'échelle du territoire. Et l'attractivité, quand on parle d'attractivité d'un territoire, c'est, je crois, avant tout, comment on vit sur ce territoire et comment on y vit bien. Comment on arrive à avoir accès au logement, et à un logement qui est moins cher. Donc ça, c'est l'engagement, et je pense qu'il y a un certain nombre de villes sur notre territoire qui devraient s'engager sur le plafonnement des loyers. Je crois que c'est également la facture énergétique qui pèse sur les ménages. Donc c'est un grand plan, et ça, la région peut le faire. Aujourd'hui, elle a cette capacité d'aider à l'isolation des bâtiments, donc d'aider l'initiative individuelle, mais également de s'engager dans les bâtiments publics et le parc public. C'est se déplacer. On en parlera tout à l'heure, on y reviendra, mais c'est cette capacité d'avoir le choix entre la voiture ou les transports collectifs. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer une voiture, tout le monde n'a pas le permis de conduire, et aujourd'hui, ça c'est un des grands enjeux aussi, de pouvoir aller au travail en toute facilité, pouvoir aller au cinéma, pouvoir avoir accès aux services publics. Et on a, je pense, sur notre territoire déjà des atouts
en matière de qualité de vie, en matière de nature, en matière d'emploi, mais que, et c'est le grand enjeu sur cette grande région et à cette échelle, c'est d'arriver à donner une nouvelle dynamique pour redéployer cet emploi et en effet arriver à positionner, en tout cas moi c'est mon ambition, faire de cette grande région la région la plus écologique d'Europe et où on viendra de partout en Europe, tant pour la qualité de sa nature, mais également pour la qualité des innovations qu'on aura réussi à lancer sur le territoire et dans le domaine énergétique avec un chantier énorme qui est notamment le démantèlement de la centrale de Fessenheim. Ça, on y reviendra dans des prochains débats, mais des outils qui avaient été développés par les territoires ces dernières années pour renforcer justement leur identification et leur attractivité, c'était les marques. On a la marque Alsace, on a la marque Ardennes. Alors demain, comment réussir à concilier, à créer des synergies là où aujourd'hui il pouvait y avoir des logiques de concurrence et de compétitivité. Jean-Pierre Messeret. Écoutez, c'est simple, vous posez la question, mais il y a la réponse dans la question, c'est-à-dire la mutualisation, la coordination, l'acte intelligent qui fait qu'on se met ensemble autour d'une table pour poser comme objectif la valorisation de nos potentiels. Donc il ne va pas y avoir disparition des phénomènes identitaires ou de marques. L'Alsace restera l'Alsace, le Champagne restera le Champagne. Ce n'est pas la destruction de ce qui fait aujourd'hui les valeurs de chacun de ces territoires. Il faut que les gens cessent de se faire peur. Il s'agit pour nous de construire du positif, de prendre les points avantageux que nous allons valoriser. Le Conseil régional, il doit finir quoi? Des orientations. Et ensuite, les discuter avec les acteurs publics et privés, parce que ce sont ces personnes qui sont en charge des réalités. Après, il appartient au Conseil régional de décider, à son président ou sa présidente de décider. Mais le reste, c'est d'une grande simplicité. On n'est quand même pas des gens idiots. On sait quelles sont nos responsabilités. Nos responsabilités, c'est le bien-être de nos concitoyens, c'est le développement de nos territoires, c'est le développement de nos entreprises, c'est la valorisation des centres universitaires comme celui de Strasbourg ou de Reims ou de Troyes, de Metz, etc. Donc on est quand même dans l'acte qui consiste à dire nos atouts doivent être valorisés au service du bien commun, mais sans remettre en cause ce qu'est l'Alsace, ce qu'est la Lorraine, ce qu'est Champagne-Ardenne. C'est une absurdité que de penser le contraire. Donc vous voyez bien qu'on est en capacité véritablement de valoriser nos points forts dans un dialogue partenarial, soit avec nos territoires, parce que la richesse partira des territoires, soit avec nos facteurs de production et d'économie productive, à partir de laquelle on prend des positions dans la compétition internationale. Après, il y a les formations, après, il y a les adaptations. Effectivement, il y a ce fameux numérique, il y a ces échos d'économie d'énergie sur le pouvoir d'achat, le travail qu'on peut donner à des entreprises sur l'éco-rénovation, l'éco-construction. C'est tout ça qu'il faut mettre en mouvement. Il faut donner confiance aux gens. Et on est là pour leur donner confiance, pour leur tracer une ligne d'avenir. Et on est capable de la réussir, cette ligne d'avenir. Monsieur Rotner, aussi, demain, il faudra travailler ensemble pour que tout le territoire soit attractif. Je pense qu'il faut passer du stade de la compétition, peut-être entre les uns et les autres, à une phase de potentialisation. Entre villes, aujourd'hui, il faut que la compétition s'arrête. Il faut qu'on sache travailler ensemble. Entre les territoires urbains, ruraux et périurbains, il en est de même. Il faut que cette région trouve du sens. Comme l'a dit Jean-Pierre Messeret, ça ne veut pas dire que les identités des uns et des autres vont être gommées. Bien au contraire. Il faut toujours plus d'Alsace en Alsace, plus de Lorraine en Lorraine et plus de Champagne-Ardenne en Champagne-Ardenne. Mais au-delà de cela, je le redis, la concurrence, elle va se faire vis-à-vis des autres régions françaises, vis-à-vis aujourd'hui des régions européennes et des régions mondiales. Nous sommes face à une mondialisation, qu'on le veuille ou pas, qui est là, qui est présente. Est-ce que vous croyez que nos entreprises nous ont attendus ? Est-ce que vous croyez que nos chambres consulaires nous ont attendus? Est-ce que vous croyez que les citoyens eux-mêmes nous ont attendus? Non. Ils font aujourd'hui de l'espace qui est autour d'eux un espace commun qu'ils utilisent, qu'ils valorisent et dans lequel la chance de chacun doit pouvoir être offerte. La région, c'est ça aussi. Je parlais tout à l'heure d'espace de liberté, de création. Dans l'innovation, dans le numérique, par exemple, nous sommes encore en deçà des moyennes nationales. En province, dans les métiers du numérique, c'est 15% d'augmentation en termes de recrutement. Dans notre région, c'est plus 1% sur la même période. Il y a encore là des possibilités. À nous, en tant qu'élus régionaux, d'offrir ces champs du possible dans un environnement qui est assez exceptionnel. C'est celui, effectivement, de régions aujourd'hui séparées qui vont devoir travailler les unes avec les autres
dans une réflexion globale, mais également dans une concurrence, je le redis, internationale. Donc nous avons une responsabilité forte, mais qui est celle d'impulser avec de l'ambition. C'est un constat que vous partagez, Sandrine Bélier? Oui, c'est un constat que je partage. Je crois que, moi, je suis assez convaincue qu'on est toujours beaucoup plus fort de la diversité et toujours beaucoup plus fort de son identité. Et c'est vrai qu'on a un territoire avec une forte identité, un territoire dont les habitants, qu'ils soient en Champagne-Ardenne, en Lorraine ou en Alsace, sont fiers de leur histoire, sont fiers de leur territoire. Et il va s'agir de mutualiser ces différentes appréhensions des richesses, de la valeur de l'identité de chacun pour arriver à construire en effet un projet en cohérence où aucune identité n'est effacée, mais où on arrive à lever, à être plus fort ensemble pour peser davantage à l'échelle française et en effet à l'échelle de l'Union européenne. Peser davantage sur une façon de vivre, sur une manière de vivre, sur cette capacité qu'on a déjà réussi à développer d'associer la population, comme c'était évoqué. On a un tissu associatif qui est très très fort sur notre territoire et qui est plein d'innovations, que ce soit dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, que ce soit dans le domaine de l'environnement, que ce soit dans le domaine énergétique, qu'on arrive à valoriser, à mutualiser tout ça pour donner une cohérence à ce territoire et réussir à le positionner résolument, de façon compétitive, à l'échelle de l'Union européenne et à l'échelle française. Dominique Biel, pour le Front National, concilier ces trois régions pour les rendre plus attractives, c'est possible? Non, mais ce qui me fait un effet bizarre, on a l'impression que d'un seul coup, à cette nouvelle élection, le passé va être terminé, que tout ce qu'on a fait ne servait à rien et qu'on va partir sur de nouvelles bases. Mais tout ce que j'entends, c'est les mêmes bases qu'avant, les mêmes bases qui n'ont pas marché. Je ne vois pas pourquoi, parce que d'un seul coup, il y aura l'Alsace, qui n'était d'ailleurs pas trop décidée à être intégrée à cette nouvelle région. Je ne vois pas pourquoi, d'un seul coup, les dossiers qui n'ont pas marché, puisque en Lorraine, notamment, on reste quand même dans une région où on a le plus de chômage, où on a beaucoup d'entreprises qui ferment ou qui délocalisent. Je ne vois pas pourquoi, si on se met 40 autour de la table au lieu de 20, ça va changer les choses si on repart avec les mêmes propositions. Et pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles propositions. Ce sont les mêmes choses. Et ces choses-là n'ont pas marché, ça nous le prouve tous les jours. Donc, qu'on agrandisse les régions, qu'on dise que tout va bien marcher, d'accord, mais qu'on nous fasse de nouvelles propositions. Et là, il n'y a aucune proposition. Vous allez en Meuse, on nous parle de la téléphonie, vous allez en Meuse, vous n'avez nulle part, vous n'avez Internet, vous n'avez dans tous les villages, ils sont embêtés comme tout, et on nous parle de grandes régions. Réglons déjà nos propres problèmes, tous autour d'une table, simplement, bien fait, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et là, j'entends rien qui va changer. Pour moi, ça va être une grande région, idem à la région d'avant, avec les mêmes problèmes. On nous a fait des clusters, des plateformes, des choses innovantes qui devaient tout révolutionner, et rien n'a été révolutionné, loin s'en faut. Bien, Anna, je pense qu'on marque une légère pause et on se retrouve dans quelques instants pour parler tourisme. Un retour sur ce plateau pour parler tourisme avec vous. Nous débutons Jean Rotner. Donc le tourisme, c'est un secteur économique qui est déjà fortement développé dans cette grande région, 85 000 emplois. Ça représente 4% de l'emploi total. Des dépenses des visiteurs qui sont de près de 5 milliards d'euros. Pourtant, on se dit qu'il y a encore des efforts qui peuvent être faits, qu'on peut être encore là aussi, qu'on peut attirer peut-être un peu plus de personnes. Vous avez déjà beaucoup dit. C'est vrai que c'est un secteur important, un secteur économique important. C'est un secteur aussi qui touche l'ensemble de la grande région, avec les cibles des trois régions actuelles qui sont assez concordantes les unes avec les autres. Donc c'est bien. On parlait là de différence. Bien là, il y a une stratégie, des stratégies qui se retrouvent, avec une augmentation des nuitées étrangères également qui est de plus en plus forte. Et ça montre qu'il y a de l'impact. L'arrivée du vignoble de Champagne dans le classement UNESCO, c'est un atout supplémentaire. Et je crois qu'il y a quelque chose de très riche dont on ne s'en rend pas forcément compte. C'est le complément entre le tourisme urbain et le tourisme rural. Il est vraiment très présent dans notre région. Hier soir encore, à la télé, dans une émission nationale, on a pu voir les mérites de la Champagne-Ardenne. Mais c'est très bien, tout cela, ça fait la promotion de notre territoire. Et je crois qu'en tout cas, il faudra renforcer cette dynamique en n'oubliant
personne. Bien sûr, les grands centres urbains sont équipés pour le tourisme, mais il y a là aussi des festivals qui sont extrêmement intéressants dans des villes moyennes, Gérardmer, Charleville. Enfin, il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes et il faudra que nous fassions la promotion de l'ensemble de ce territoire parce qu'en termes d'attractivité, nous avons beaucoup à gagner. Sandrine Bellier, il y a beaucoup de points d'ancrage dans cette nouvelle grande région pour attirer des touristes. Oui, je pense qu'on peut aller plus loin. Et puis, j'aimerais répondre à Madame Bild. Non, il y a un projet qu'on n'a jamais essayé, et notamment qui répond aux enjeux du XXIe siècle, c'est la transition écologique et le projet écologiste sur un territoire. Et aujourd'hui, même dans le domaine du tourisme, c'est penser notre tourisme différemment, c'est développer, par exemple, l'agro-tourisme. Moi, j'étais en Champagne-Ardenne, on a des producteurs en bio. En Champagne-Ardenne, c'est intéressant, on pourrait avoir des stages, être accueillis par les fermiers, des maraîchers, notamment sur tous nos petits producteurs, donc les petits producteurs bio. C'est également donner une dimension culturelle à la transition énergétique. Je serai demain en Meurthe-et-Moselle, et notamment sur l'initiative, c'est les 10 ans d'une association qui s'appelle l'association Lorraine Énergie Renouvelable et qui va partager, qui invite le plus grand nombre sur un petit salon à partager les initiatives qui ont été mises en œuvre sur ce territoire. C'est offrir un tourisme éco-responsable et solidaire, et donc de s'appuyer plutôt que le tourisme de masse. Là, on a quelque chose qui fonctionne plutôt bien sur les grands projets, de développer tout ce qui est maison de la nature, tout ce qui est centre d'initiation à la nature et à l'environnement, de favoriser pour permettre à des enfants, notamment qui n'ont plus les moyens de partir en vacances, de leur donner des vacances chaque été sur notre territoire en participant à l'éducation, les auberges de jeunesse. Enfin, on a encore, je pense, un champ immense en termes d'écotourisme et encore une fois de tourisme de proximité à développer sur notre territoire et qui participera à favoriser d'une part l'image de la grande région, mais également à favoriser et à accompagner en matière d'éducation la transition écologique de cette grande région. Dominique Bild, par rapport à ce champ touristique. Oui, Madame Bellier, oui, en plus je suis tout à fait pour l'écologie, donc je vous suis. Par contre, pour les jeunes venir en vacances dans notre région subventionnée, ça c'est déjà fait, et largement fait récemment et tout le temps. Donc il n'y a pas besoin de rajouter ça. Donc nous, on pense qu'on est quand même proche de Paris. Donc à Paris, il y a la maison de l'Alsace. Nous, on a eu la maison de la Lorraine, mais il y a eu des problèmes, ça ne marchait pas bien. On a la maison de l'Alsace qui est sur les Champs-Élysées, qui apparemment marche bien. Donc je pense que là, il y a moyen de faire venir aussi beaucoup les Parisiens qui justement seront très intéressés par la nature, par les systèmes écologiques que nous avons déjà. Nous avons également le tourisme vert qui marche bien, qui n'est pas tout à fait assez développé. Il y a des choses à faire, pas forcément faire comme on a fait à Madine, mettre des palmiers à Madine pour faire venir les touristes. D'ailleurs, ils ont fait qu'une saison, les pauvres palmiers. Mais il y a moyen de faire venir des touristes de l'extérieur pour toutes nos spécificités, comme la Mirabelle, comme nos arbres en fleurs qui sont magnifiques. Voilà. Nous avons le tourisme d'histoire. Nous avons quand même Verdun. Je parle beaucoup de la Meuse parce que j'ai été longtemps meusienne et j'étais d'ailleurs hôtelière, donc je connais bien le problème du tourisme en Meuse. Il y a un gros effort à faire sur les offices de tourisme qui doivent, on doit leur apprendre ce qu'il y a à faire visiter et pas seulement les établissements qui rapportent. C'est-à-dire que quand vous alliez en Meuse, on vous fait visiter Douaumont, les gens disent c'est bien, on a vu Douaumont, donc maintenant on change de département, alors que vous avez des tas de choses à voir. Vous avez dans la forêt de Saint-Rémy-la-Calonne, vous avez toutes les recherches qui ont été faites pour Alain Fournier, vous avez toutes des choses comme ça qui sont naturellement extraordinaires. Et puis, on pourrait faire aussi, il y a une route Napoléon, on pourrait mettre en route une route Jeanne d'Arc qui partirait de Domrémy, qui passerait par Vaucouleurs, qui irait à Rouen, en passant par Reims où elle a été sacrée, parce que ça fait aussi partie de notre histoire. C'est le roi qui a été sacré. Oui, mais enfin, elle a quand même été aussi... Elle était dans le coup. Bon. Bon. Nous devons arrêter de faire aussi des économies sur l'entretien des sites et des bâtiments, puisque là, il était question de le faire en Moselle. Tout ça pour continuer pour les lubies bobos, des FRAC, des centres qui sont largement subventionnés, des associations qui sont largement subventionnées.
Alors, Dominique Bide évoquait la Grande Guerre. Je veux dire que c'est déjà un secteur sur lequel les trois régions travaillent ensemble, puisqu'il y a un contrat de destination Grande Guerre qui unit les trois régions, Lorraine, Champagne-Ardenne et Alsace. Voilà, vous avez déjà apporté une réponse. Le tourisme, effectivement, c'est une valeur exceptionnelle de cette région, d'abord des trois régions actuelles, donc forcément de la région future, de la nouvelle région. Donc il s'agit de développer, toujours pareil, de valoriser dans toutes les capacités du tourisme urbain, culturel, militaire, historique, patrimonial, vert, etc., gastronomique. Donc ce potentiel existe. Donc il faut à la fois là amener aussi nos acteurs vers le numérique, parce que vous n'aurez pas de développement touristique sans la relation avec le numérique. Il faut aussi imaginer des produits tout préparés sur des coûts proposés aux différents clients selon leur pouvoir d'achat. Il y a tout ce travail qui doit être conduit. Mais là, on a un potentiel absolument unique et on serait fou de passer à côté de ce patrimoine touristique dans tous ses aspects. Source de croissance, source d'emploi. D'ailleurs, les offices de tourisme ont anticipé puisqu'ils ont mis en place une coordination qui prend en compte Alsace, Champagne, Ardennes et Lorraine. Donc là, on a un tissu exceptionnel qu'on ne peut pas manquer. Alors, ce tourisme ne serait pas possible, on en a déjà un peu parlé, sans les transports. Il n'y a pas que le tourisme, bien sûr, les transports sont indispensables en interne, en externe. Sandrine Bélier, rapidement, quels sont les atouts pour vous et les points faibles de cette région? On a donc l'aspect routier, ferroviaire, aéroport, fluvial. Voilà, atouts et points faibles. Surtout, quels sont les défis à relever pour cette grande région en matière de transport, parce que je pense que ça va être en effet un axe essentiel de la prochaine, du rôle des prochains conseillers régionaux et de ce grand conseil régional de la nouvelle région. Moi, je pense, et je vais juste rappeler à titre préliminaire, que la région n'est pas compétente dans le domaine routier. Donc demain, si les écologistes étaient à la présidence de cette nouvelle région, moi je m'engagerais à ce qu'il n'y ait plus un euro investi dans les routes sur notre grande région, et notamment pour qu'on ne dilapide pas, comme ça a été le cas en Champagne-Ardenne et notamment sur l'autoroute A334 de mémoire, vous m'excuserez qui relie les Ardennes à la Belgique, et qui a mangé l'ensemble du budget transport de la région Champagne-Ardenne. Il y a des problèmes sur la 31 par exemple. On a des problèmes, mais on a des solutions. Et on peut réorienter, en tout cas nous ce sera notre engagement, les financements sur les transports qui profitent à tous. Les transports publics, les transports communs, que ce soit le TER, que ce soit de réouvrir des gares, de réouvrir de vieilles lignes. Aujourd'hui, réouvrir une petite gare qui revitalise des territoires ruraux coûte le même coût que 200 mètres de bitume et de route. Sauf que 200 mètres de bitume et de route éloignent et participent à la désertification du monde rural, ne permet pas que ce soit, je le disais en début d'émission, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une voiture. Aujourd'hui, une voiture, c'est un budget de plus de 3 400 € par mois pour un ménage. On doit pouvoir avoir le choix. Aujourd'hui, on a des infrastructures routières. Moi, je pense qu'on doit avoir le choix de pouvoir se déplacer sans voiture sur notre territoire. Et c'est d'autant plus important, on parlait de qualité de vie, de l'enjeu en termes de dérèglement climatique, de l'enjeu en matière de pollution de l'air, de pouvoir favoriser aussi, pour chaque citoyen, la possibilité de se déplacer à toute heure, en tout lieu, à un prix raisonnable, tout en participant à la préservation de son environnement. Quel est le pouvoir de la région dans ces rapports avec la SNCF? Les trois régions actuelles ont des rapports qui sont un peu différents avec cette institution. C'est un peu compliqué. C'est une compétence très très importante, et notamment pour ce qui concerne les TER. Et puis ensuite, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des choix budgétaires et qu'aujourd'hui, les régions ont été amenées à faire des choix. Je le disais, à investir des financements dans des projets routiers dont elles n'ont pas la compétence, ou encore de participer au financement des TGV, budgets qui sont utilisés au détriment des transports et du développement des transports locaux. Abandonner la route, Dominique Bild, c'est quelque chose un constat que vous partagez? Non, notamment dans les petits villages. Vous avez des villages en Meuse où vous avez des routes qui sont complètement détériorées. Il faut absolument
que chaque personne, un bus ne passera pas dans un endroit qui est complètement détérioré. D'ailleurs, on le voit bien au niveau des transports scolaires, puisqu'il y a des tas d'endroits où ils peuvent même pas venir dès qu'il y a un petit peu de neige ou un petit peu parce que les routes sont complètement détériorées. Les gens sont déjà loin de tout. Il faut leur redonner en plus le choix de pouvoir, si c'est pas en voiture, de pouvoir aller en bus. Et si les routes sont pas faites, il y aura pas plus de transport qu'autre chose. En ce qui concerne les TER à cette heure-ci sont en grande difficulté. Ils ont de moins en moins de personnes qui les prennent. Pourquoi? Il y a eu une grosse augmentation. Il y a eu plein de petites gares qui sont fermées ou qui sont appelées à être fermées. Donc là, ça met complètement les gens chez eux sans pouvoir sortir, sans pouvoir aller faire de l'économie. Parce que pour avoir de l'économie, pour refaire une économie, il faut que les gens puissent sortir, il faut que les gens puissent se déplacer, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et il y a aussi le problème des voies navigables. Donc là, apparemment, nous, pas à cette mandature, mais à la dernière mandature, notre président de groupe, Thierry Gourlot, avait participé à une formation, si on peut appeler ça, à Rotterdam, concernant les transports fluviaux. Bon, apparemment, tout ça a été laissé tomber. On a un retard considérable là-dessus, alors qu'il y aurait moyen, surtout dans notre région, d'utiliser les voies d'eau pour la métallurgie. Tout à l'heure, on parlait justement des grands développements, pour le bois, pour tout ça. Donc ça, je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être fait, et je pense que ce serait quelque chose de bien. Jean-Pierre Messery, les transports. On a un petit peu de retard par rapport à nos deux collègues à l'instant qui viennent de s'exprimer. Donc, sur ce sujet, il faut qu'on soit cohérent. Si on affiche un modèle de croissance par rapport aux enjeux de la planète, il faut effectivement que des décisions accompagnent cela, c'est-à-dire dans des transports collectifs, dans les transports doux, des démarches vers l'électromobilité, d'appliquer notamment sur les territoires ruraux ce que le président de la République a évoqué dans son déplacement récent sur la politique dans le champ du rural. Donc ça doit être une priorité qui économise du CO2 et qui joue sur les enjeux climatiques. Puis, il y a quand même des investissements qui doivent être réalisés, soit dans le champ ferroviaire, c'est l'électrification de Paris 3, c'est des rénovations entre Charleville-Mézières et Givet. Il y a des questions qui se posent, que ça plaise ou pas, en effet, sur le type de l'A31. Il y aura une question qui reviendra forcément sur le tapis dans le cadre notamment de la métropolisation de l'agglo de Nancy comme celle de Metz, c'est la fameuse gare de Vendières qui reste effectivement une nécessité d'intérêt général. Vous avez le fluvial et nous avons la relation avec la SNCF. Et dans la compétence que nous recevons, et je vais vite, on aura le transport TER SNCF, mais également la responsabilité des transports interurbains et des transports scolaires. Il y aura là, dans une mutualisation de ces moyens, une source d'économie réelle que nous pourrons réaliser, parce que cette grande région ne provoquera pas plus de dépenses mécaniquement. Nous aurons des capacités d'économique. Peut-être faudra-t-il les affecter à une réflexion sur la gratuité du transport scolaire dans les zones rurales. C'est une question qui peut objectivement être posée légitimement. Et puis le débat avec la SNCF, nous serons plus forts à Troyes. Alors, après, il y a des procédures administratives sur lesquelles je ne vais pas ici rentrer, mais nous serons forcément plus forts à Troyes pour discuter, je veux dire, à Troyes région en faisant une nouvelle pour discuter avec la SNCF. Donc la mobilité, c'est essentiel. Il y aura des infrastructures, il y aura du développement durable, il y aura ces choses à saisir pour raccorder les différents éléments de cette nouvelle région. Il y a des infrastructures qui seront nécessaires et des valorisations à prévoir. Et il y aura aussi des harmonisations à faire entre les différentes régions actuelles par rapport aux tarifications, puisqu'il y a aussi des systèmes. Il y a des sujets administratifs qu'on ne peut pas évoquer ici parce qu'on rentrerait dans la technocratie, mais qui seront des sujets politiques, d'égalité de traitement, de développement. Ça, c'est clair, je veux dire. Justement, sur le rapprochement des régions, entre Mulhouse et Épinal, par exemple, en voiture, c'est 100 km. En TER, il faut changer deux fois. On peut mettre jusqu'à 4 heures. C'est très compliqué. Comment vous voyez les transports dans cette région? Je crois que vous pointez là vraiment du doigt une des difficultés, d'ailleurs, qui va être la nôtre. C'est comment est-ce qu'on arrive à avoir une forme de cohésion et de politique à l'intérieur de cette région. En termes de déplacement ferroviaire, puisque c'est généralement par ce domaine-là que l'on commence, et je regrette d'ailleurs que sur votre carte ne figure que le TGV Est. Bien sûr, c'est la grande transversale,
il y a un autre TGV qui est le TGV Rhin-Rhône, qui est quand même à l'échelle de cette grande région un couloir extrêmement important nord-sud au niveau européen et qui permet de rejoindre également la capitale et qui doit être pris en considération dans l'accessibilité de notre grande région parce qu'elle est en lien avec des infrastructures, avec des villes, avec le reste de l'Europe. Mais c'est vrai que l'enjeu du déplacement ferroviaire à l'échelle de la grande région reste posé. Est-ce que cela peut se faire dans le cadre de ces lignes TGV ? En termes de coût, ce n'est pas forcément la meilleure des choses. En termes de rapidité, d'égalité et de cohésion sociale, il me semble que c'est un dossier qui doit être étudié. C'est vrai que l'harmonisation tarifaire doit être posée sur la table rapidement. On parle souvent de nouvelles technologies. Est-ce qu'on peut acheter aujourd'hui un billet à 3 pour arriver jusqu'au centre-ville de Strasbourg en prenant le tram de Strasbourg? Non, on n'arrive même pas à faire ça au niveau d'une région. Il faudra y arriver au niveau de notre grande région. Il y a, à côté de ce transport ferroviaire de grande vitesse, c'est vrai, le respect des petites lignes, souvent délaissées dans leur entretien par la SNCF. Nous devons être extrêmement exigeants par rapport à cette entreprise pour qu'elle puisse, avec nous, en termes de promotion économique, de promotion du territoire, de promotion du tourisme, nous accompagner dans la rénovation de ces lignes. Voilà quelques exemples, par exemple, sur le transport ferroviaire. J'aimerais, si vous me le permettez, j'ai encore un petit peu de temps, aborder, par exemple, d'autres points qui ont été cités à l'instant. La politique en matière de transport fluvial est extrêmement importante aussi au cœur de l'Europe, pour le nord de la Lorraine, bien sûr, pour le deuxième port fluvial français qui est Strasbourg, le troisième qui est Mulhouse. Là aussi, il y a des projets transfrontaliers, il y a des projets d'intérêt régionaux et d'intérêt nationaux qu'il s'agit de développer et qui peuvent se faire d'ailleurs très rapidement avec un certain nombre d'échéances qui arrivent en termes de concessions, par exemple. Enfin, il y a le transport aérien et pour l'élu du Haut-Rhin que je suis, vous comprendrez que défendre et faire la promotion de l'Euro-Airport, qui est une progression en termes de voyageurs de 11% l'année passée et qui dépassera probablement les 7 millions de voyageurs cette année, ou l'année prochaine plutôt, excusez-moi, bien c'est également important. Donc, notre réflexion, c'est celle de mes propos du début. Nous devons être là au service des habitants de cette région. Nous devons, dans la réflexion de transport, être sur une vision intermodale qui n'oppose pas, mais qui permet, bien au contraire, d'être dans une fonction un petit peu vertueuse de facilitation de la vie quotidienne des gens. Voilà notre vision des choses. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce premier débat entre les différentes télévisions régionales. Rendez-vous le 9 octobre pour le prochain. Il sera question d'enseignement, de formation et d'université. Merci Dominique Renaud d'avoir été avec nous. Bonsoir.